à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de FreeBooks. Et oui, j'ai retrouvé encore pas mal de livres, dont Le jour des fourmis, mais je me demande si c'est pas un doublon, donc si je l'ai déjà en double, je mettrai en vente. Il est en super bon état, vraiment. Et donc c'est un livre de Bernard Werber qui me donne envie de bouquiner. Nous sommes ici à 496 pages et on le reconnaît pas tellement il est jeune ici, très jeune. Alors, sommes-nous des dieux? Sommes-nous des monstres? Pour le savoir, une fourmi va partir à la découverte de notre monde et connaître 1000 aventures dans notre civilisation de géants. Parallèlement, un groupe de scientifiques humains va, au fil d'un thriller hallucinant, comprendre la richesse et la magie de la civilisation des fourmis, si proches et pourtant si peu connues. On est comme aspiré par ce roman qui se lit d'une traite. Sans s'en apercevoir, pris par le suspense et la poésie, on apprend toutes sortes d'informations étonnantes et pourtant vraies. Après le succès international de son premier livre, Les fourmis, Bernard Werber, jeune écrivain français, s'est imposé comme l'inventeur d'un nouveau style de littérature, à cheval entre la saga d'aventure, le roman fantastique et le conte philosophique. Le journal des fourmis, traduit en vente de langue, couronné du grand prix des lectrices de L, a été mis au programme de certaines classes de français, de philosophie et même de mathématiques. Bien au-delà du thème des fourmis, il s'agit là d'un vrai livre initiatique qui nous oblige à réfléchir sur notre place dans l'univers. Très sympa. Ensuite, nous avons Les oiseaux se cachent pour mourir de Colin McCullough. Donc c'est assez connu. Moi, je connaissais le film, il me semble. Je crois que c'était une jeune femme qui était amoureuse d'un prêtre, un truc comme ça, je sais plus. Donc c'est assez âgé comme bouquin. Bon, il est plutôt en très bon état, donc je l'ai gardé pour moi pour l'instant. C'est qu'un tome 1, mais on verra. Si ça me plaît, je continuerai à rechercher d'autres. Donc on est ici à 412 pages. Texte intégral, je vous lis la 4e. Je vous raconte déjà ce qui est écrit de l'autrice. Née en Australie en 1938, Colin McCullough est aujourd'hui neurophysiologue à Yale. Son roman Les oiseaux se cachent pour mourir dépasse aux États-Unis les 8 millions d'exemplaires et connaît un succès mondial. À 15 ans, belle et grave, qui est-elle? Maggie Cleary. Une enfant, une femme, un destin si bref encore, si lourd déjà d'émotions, brûlantes et de chagrins déchirants. Tout a commencé par l'arrachement à la ferme natale quand les Cleary et leurs 8 enfants ont quitté la Nouvelle-Zélande pour cette dure terre d'Australie. Et à Drogheda, l'immense domaine aux troupeaux sans nombre où son père régisseur, la petite Maggie, peine à la ferme, veille sur ses jeunes frères. Elle a 9 ans seulement quand elle rencontre celui qui va marquer toute sa vie, Ralph de Brocassard, un jeune prêtre, beau comme un prince, doux comme un frère. Plus tard, Ralph s'éloignera, fidèle à sa vocation. Déchirée mais forte, Maggie veut vivre, donner la vie. Écoutez, je pense que je me souviens un petit peu du film, donc c'est peut-être pour ça que je vous ai donné cette première impression. Ensuite, on a beaucoup plus récent, donc Fred Vargas, L'homme à l'envers. C'est un policier. Ouh là là, je n'aime pas du tout ce type de police. Bon. Nous sommes ici à 317 pages. Il s'avait l'air assez sympathique. Un petit peu de Fred Vargas, c'est une archéologue spécialiste du Moyen-Âge, elle fait partie des figures montantes de la littérature policière. L'homme à l'envers a obtenu le grand prix du roman noir de Cognac. Donc ici, 4e. Laisser les loups vivre en liberté dans le Mercantour, c'était une belle idée, dans l'air du temps. Mais ce n'était pas celle des bergers, et quelques mois plus tard, la révolte gronde. Mais est-ce bien un loup qui tue les brebis autour du village de Saint-Victor? Les superstitions ressurgissent. Un bruit se propage, ce n'est pas une bête, c'est un loup-garou. Lorsqu'une éleveuse
est retrouvé égorgé dans sa bergerie, la rumeur retourne à la psychose. À Paris, le commissaire Adamsberg guette les nouvelles de la bête du Mercantour. Comme des tisons, mon gars, comme des tisons, ça fait, des yeux du loup, la nuit. Ça fait un peu penser au film, ah mince, avec Vincent Cassel, avec Monica Bellucci. Là, je vais essayer de vous mettre ici le titre ou mettre l'image, je m'en souviens pas le nom. Ah, il m'est sorti comme ça de la tête alors que je l'avais là. On l'a regardé en plus il n'y a pas si longtemps. C'était aussi l'histoire du loup qui tuait les jeunes femmes. Bon, je vous mettrai ici le titre. Ensuite, j'ai décidé de garder Harry Martinson, Voyage sans but. Je crois que ça devient un grand classique, ce Harry Martinson. C'est aux éditions Stock. Ça vient d'une bibliothèque. Oulala. Je n'aime pas du tout non plus ce police. En fait, je ne suis pas très fan des éditions Stock. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me repousse. Peut-être qu'il y a des bouquins que je prends chez eux, ça m'attire pas plus que ça, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est ce police qui me dérange. Donc c'est 215 pages ici, je vous lis la 4e. Donc on va parler un petit peu de cet auteur qui est un Suédois, donc vous vous imaginez, vous vous doutez bien pourquoi j'ai voulu le découvrir. Harry Martinson, né en Suède en 1904, s'enfuit à 15 ans après une existence misérable à la campagne. Parcourt les terres et les mers pendant 10 ans. Mousse, chauffeur, débardeur, écumeur de rivage, coureur de prairies en Amérique du Sud, etc. Retour au pays natal. Il écrit Voyage sans but, 1932. C'est le reflet de son itinéraire de grand vagabond universel et sentimental. Cet itinéraire le mène au Congo, en Islande, à Buenos Aires, sur le Mississippi, à Rio, à Bahia, etc. Il est plus souvent, hélas, dans la soute, dans le ventre du cargo, qu'au soleil. C'est un dur apprentissage, mais aussi une merveilleuse aventure, une conquête de la maturité à la seule école de la vie. Dans sa préface, Paul Morand écrit « Harry Martinson n'est pas loin d'Henri Michaud. Et souvent en lisant son livre, je pensais à Ucador. Son deuxième grand livre, Le chemin de Clock Cricket, illustre admirablement son goût du vagabondage sur la terre, du nomadisme, universel, sorte de hippie avant la lettre. Harry Martinson fut le premier autodidacte à entrer à l'Académie suédoise en 1948. Et en 1974, il reçoit le prix Nobel de littérature. Ça fait un petit peu roman autobiographique et un petit peu, vagabond, nomade, voyage sans but, quoi, à lire. Ensuite, j'ai encore quelques livres, et certains n'ont pas du tout de 4e de couverture. Le secret de la Savoyarde de Catherine Guijon, c'est ça, Guijon, aux éditions Seuil. Et j'ai pris tout simplement parce que les origines de mon chéri sont de Haute-Savoie. Et je me suis dit, écoute, ça serait pas mal de découvrir. Donc c'est un brochet, format brochet, vraiment un très gros livre. Nous sommes ici même pas à 350 pages. En ce 15 mars 1900, Sarah Bernhardt triomphe dans L'Aiglon et le couple profondément uni que forment Théo et Julie Archibaud n'est pas le dernier à glorifier la divine. Mais une ombre guette dans la coulisse et menace leur bonheur. Roman d'aventure comme Les mystères du Sacré-Cœur, Le secret de la Savoyarde entraînent nos héros et leurs jeunes enfants, Marthe et André, dans de nouvelles péripéties qui ne doivent rien au hasard. Les voici brutalement plongés dans une sombre machination qui contraint une fois encore Théo à la fuite. Mais a-t-il réellement trouvé refuge dans les bras de la belle Mata Hari, la danseuse sacrée? Julie s'en persuade et s'insurge. Perdue dans sa douleur, pétrie de jalousie, elle ne déjoue aucun des pièges qui scellent à leur tour. Inéluctable et terrible le fragile destin de sa progéniture. Marthe plonge dans les brumes de l'opium et André gardera à vie les séquelles d'un bien étrange accident. Quant à la Savoyarde,
le fameux bourdon du Sacré-Cœur de Montmartre, c'est elle qui détient la clé de ces pages endiablées. C'est très étrange. C'est très mélangé hein, de toutes les époques, on dirait. C'est assez mélangé, on dirait, des personnages, des personnes assez... des personnes très connues, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de garder Edward S. Aarons. Donc, L'Orchidée Noire, édition France Empire. C'est un vieux livre. Et je vais le garder peut-être tout court. Je ne sais pas si je vais le lire, mais en tout cas, j'avais envie de le garder, le conserver. 1959, c'est pas si vieux que ça. Mais ça me donne envie aussi de le garder et puis peut-être le découvrir. Pourquoi pas? Mais ça me fait penser à quelque chose d'un peu biographique, peut-être autobiographique, puisqu'on voit ici quand même un peu des photos. Est-ce que ce sont des photos de cinéma? Est-ce que ça a été adapté au cinéma? Ou est-ce que c'est tout simplement les photos d'archives des personnes de qui parle ce livre? On ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Et puis donc celui-ci, voilà, c'est un « Quand tu n'étais pas là » de Laura Bloom. Il est quasi neuf. Écrit en très gros police. Donc pareil, envie de découvrir, on verra bien si ça va me plaire. Édition France Loisirs, en super bon état. Voilà, écoutez, sur ce, c'était tout pour cette vidéo. Désolée vers la fin, je suis vraiment très fatiguée. J'ai commencé un petit peu à bafouiller mes lectures. Mais je vous remercie quand même d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Pensez à me laisser un commentaire si vous connaissez ces auteurs, ces autrices, si vous avez envie de les découvrir, ou vous les connaissez, vous les avez déjà lus. Si oui, quel titre que vous avez lu de ces auteurs, ou quel est le dernier titre ou le titre en cours que vous êtes en train de lire ou vous avez lu. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!